Alors, bonjour à tous, je suis Diedra Privat, interne à Limoges et trésorière de l'ISNAR-IMG. J'espère que vous avez bien profité de votre journée hier et que vous avez aussi bien profité du gala. Le moment que vous attendiez tous est arrivé. Le grand moment de chacun de nos congrès, qui n'est d'autre que le prix Alexandre Varnet. Ce prix, hommage à un membre du bureau parti trop tôt, récompense chaque année un travail innovant, original et mettant en œuvre la médecine générale. À titre d'exemple, c'est Florent Tronel qui l'a remporté l'année dernière pour son site ECG Click. La lauréate remportera 1 000 € ainsi que ce magnifique trophée. Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir professeur Olivier Salary, professeur des universités à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vice-président du Collège national des généralistes enseignants. Le jury sera également composé de Madame Charline Ries, assise à sa gauche, interne à Nancy et administratrice de l'ISNAR-IMG et de moi-même. Nous sommes ravis d'accueillir nos 3 candidates, Mesdames Suzanne Badre, Mathilde Montpierre et Sirifone Tanovan. Nous attendons avec beaucoup d'ardeur la présentation de leurs travaux. Professeur, je vous laisse la parole. Avec ça ? D'accord. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me touche énormément. Je suis très content d'être là. Ça devient une habitude tous les ans de venir au congrès de l'ISNAR et j'en suis très heureux. Et particulièrement de participer à la remise de prix de ce prix Alexandre Varnet. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur la recherche en médecine générale. Et la première question que je voudrais vous solliciter, c'est, mais finalement, la recherche, pourquoi ? Ça me semble une question légitime qu'on pourrait tous se poser, la recherche en médecine générale. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça. Et là, vous vous dites, oh, chouette, des biostats, un samedi matin, quand on a les cheveux qui piquent, ça c'est bien. Et vous attendiez un discours ministériel, souvent un peu surfait, alors que là, un vrai cours de stats, là, vous n'aurez pas perdu votre temps. Eh ben, je vous ai présenté ces stats parce que je voulais insister sur des valeurs prédictives, positives ou négatives. Vous savez que la sensibilité et la spécificité, c'est des tests de laboratoire. C'est comme si on imaginait qu'un patient vient vous voir et vous dit « Docteur, j'ai une pyélonéphrite à Escherichia coli, je voudrais savoir si la BU va être positive. » Ça, c'est la sensibilité. Votre raisonnement de tous les jours, celui que vous utilisez, c'est l'inverse. C'est un patient qui vient vous dire « j'ai mal à la gorge » et vous faites un streptotest, il est positif, et vous demandez dans quelle mesure cette positivité va nous permettre de conclure que c'est bien une angine bactérienne. Tout votre raisonnement repose en fait sur les valeurs prédictives des tests, qu'ils soient cliniques ou paracliniques, que vous appliquez. Et cette valeur prédictive, pourquoi je vous ai présenté cette formule ? C'est pas, je vous rassure, pour une interrogation surprise, c'est juste pour bien vous rappeler qu'elle dépend de la prévalence. La valeur prédictive dépend de la prévalence. Et pourquoi ça c'est extrêmement important dans la recherche en médecine générale ? Parce que vous connaissez tous le carré de White. Et vous savez tous que l'immense majorité des études sont réalisées dans le petit carré rouge qui représente le CHU. Et vous savez également que la prévalence des maladies dans le carré rouge n'est pas la même que la prévalence dans l'ensemble de la population ni dans les soins primaires. Je vous prends un exemple typique que, pourtant, nous baignons dans cette notion de prévalence ambivalente. Vous avez tous travaillé sur vos bouquins de cardio, j'imagine, et vous avez travaillé sur l'hypertension artérielle. Vous vous rappelez de cet item ? Dans l'hypertension artérielle, vous avez, oui, c'est très fréquent, l'hypertension artérielle primitive, et puis, autre chose plus rare, l'hypertension artérielle secondaire. Et l'ordre de grandeur qui apparaît en général dans les livres là-dessus, c'est l'hypertension artérielle, oh, c'est pas grand-chose, ça représente quoi ? 10% de l'hypertension. Alors, s'il y en a certains parmi vous qui sont déjà passés en cabinet de médecine générale, je pense que vous avez notion que 10% des patients hypertendus n'ont pas un phéochromocytome ou une sténose des artères rénales. Et c'est extrêmement important ce point-là, parce que derrière
toute votre stratégie diagnostique va dépendre de ça. Parce que si 10% des patients avaient vraiment une sténose artérielle rénale ou un phéochromocytome, à ce moment-là, bien sûr, la découverte d'une hypertension justifie un bilan paraclinique important. Mais si c'est epsilon, alors le raisonnement doit être différent. Et je pourrais multiplier cet exemple sur tout un tas de domaines. La douleur thoracique. La prévalence de l'infarctus n'est pas du tout la même aux urgences ou en service d'USIC qu'en soins primaires. Et du coup, la stratégie thérapeutique et la stratégie de prise en charge doivent varier. Et pour ça, pour savoir quelle doit être la stratégie de prise en charge optimale, il nous faut des travaux en soins primaires et nous ne pouvons pas juste extrapoler les données issues du CHU. Le deuxième point pour lequel la recherche en soins primaires est extrêmement importante, c'est pour le problème de reproductibilité des essais. Je vous ai mis là un travail de Leonidas, qui est un interniste américain, qui s'est intéressé à reprendre dans le JAMA les principaux essais cliniques d'une année qui ont été le plus souvent recités dans la littérature. Et ce qu'il retrouve, c'est que seulement 42% des essais cliniques randomisés, qui sont pourtant censés représenter le gold standard, ont pu être répliqués avec les mêmes résultats. C'est moins bien qu'une pièce qu'on lancerait en l'air. Pourquoi ça? Parce que les essais cliniques randomisés sont réalisés là aussi dans le petit carré rouge, parce qu'ils sont réalisés sur des populations particulièrement sélectionnées, souvent monopathologiques pour éviter les biais de confusion, et dans des conditions d'observance qui ne sont pas celles de la vie réelle. Et donc la recherche en médecine générale appelle de ses vœux des projets de recherche pragmatiques, des essais pragmatiques randomisés, et pas des essais contrôlés, randomisés, menés en CHU systématiquement. Ils sont évidemment complémentaires, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Et puis un autre point qui me semble important, c'est l'aspect territorial et géographique. Je vous présente ici la carte des CHU, et j'ai bien noté que l'ISNAR a été assez véhément avec d'autres, avec l'ISNI, avec Réagir, la NEMF, sur le rapport Les CHU de demain qui souhaitait tout régenter, dont la recherche dans les territoires, l'organisation des soins dans les territoires. Mais l'organisation territoriale, par définition des CHU, ne peut se centrer que sur les métropoles. Je vous mets, à titre de comparaison, la carte des maîtres de stage des universités. Donc vous voyez bien que la distribution territoriale n'est pas la même. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls à devoir agir dans la recherche en soins primaires, et nous devons tisser des liens, comme vous le dites si bien, avec les autres professionnels des soins primaires, mais il est important que cette recherche soit ancrée dans les territoires. Pourquoi je vous ai mis cette carte des MSU? Parce que je voulais quand même saluer le magnifique travail qui a été fait et la structuration de réseaux de recherche autour de ces MSU qui a permis, avec les faibles moyens qui existent pour la recherche en soins primaires, une explosion des publications ces dernières années, une explosion du nombre de travaux de master, de thèses de sciences, d'HDR, qui ne cesse d'augmenter année après année, malgré les moyens assez faibles alloués pour cela. Je vous rappelle, concernant ces moyens, qu'il y a à peine 50 professeurs des universités en médecine générale contre 5000 pour les autres disciplines. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de programme ambulatoire de recherche clinique qui est appelé des vœux de l'ensemble des acteurs depuis fort longtemps. J'en ai pas pour longtemps. Je vous rappelle aussi que moins de 5% des essais sont réalisés avec l'industrie. Et enfin, un point qui vous concerne particulièrement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de sanctuarisation des années recherche pour les internes. Je crois que c'est au programme tout à l'heure. C'est un point extrêmement important. Et si vous souhaitez que ces années recherche vous soient allouées, nous vous accompagnerons pour cela. Et ma dernière diapositive vient juste pour rappeler un point. Toute cette recherche, elle est aussi là pour construire du savoir. Et ce savoir littéraire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les systèmes de santé qui sont orientés autour des soins primaires permettent de réduire les inégalités sociales de santé et permettent d'améliorer l'accès aux soins. Et je vous dis ça dans le contexte particulier de ce moment où la loi de santé est actuellement en cours de débat. Et si elle présente un certain nombre d'avancées, je pense à la structuration des CPTS, je pense à la sortie de l'ensemble du paiement à la tarification à l'activité de l'hôpital, je pense à la volonté de refuser à cette pression et cette fausse bonne idée qui serait d'imposer l'installation aux jeunes médecins, elle a aussi certains dangers, et en particulier une volonté de gouvernance absolue hospitalière avec l'hôpital qui ne ferait pas face à la nécessaire modernisation de son système et qui n'assumerait pas l'évolution épidémiologique, en voulant être toujours plus gros, en voulant mettre des tentacules avec des hôpitaux de proximité sous la gouvernance des GHT. Et cette évolution, elle a un coût. Le développement tout azimut de l'hôpital fait flamber les budgets de santé. Et aujourd'hui, nous sommes à 11 points de PIB pour la santé. Si demain,
l'hôpital prend, tel que c'est en train de se dessiner l'ensemble de la gouvernance, les points de PIB vont flamber. Et je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a un seul pays sur Terre dans lequel le PIB est à 17%. Le PIB pour la santé, enfin, ce qui concerne la santé dans le PIB est à 17%. Ce sont les États-Unis. L'État, dans ces conditions, ne peut pas être solvable. Les États-Unis sont un système qui ne sont pas centrés sur les soins primaires et sur lesquels il y a de très nombreux établissements hospitaliers. Je vous rappelle que la prise en charge est un système, dans ce cas-là, assurantiel privé. Si nous souhaitons que demain, la solidarité soit un maître mot de notre système de santé, il nous faut veiller collectivement à ce que les soins primaires soient fortement ancrés dans la gouvernance de ce système. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Saint-Laurent. Maintenant, je vais laisser Madame Bard nous exposer son projet. Bonjour, je suis Suzanne Badre, interne en médecine générale, premier semestre à Poitiers. Tout au long de notre cursus, nous devons rédiger un certain nombre de traces d'apprentissage et de RCA pour la validation de notre DES de médecine générale. Pour ma part, j'ai réalisé une trace d'apprentissage sous un format un petit peu atypique qu'est la bande dessinée. Cette trace, elle décrit mes premiers pas dans la consultation face à une situation qui m'a posé problème. Cette idée, elle m'est venue à la suite d'une présentation vidéo auquel j'ai pu assister lors du congrès du CNGE à Tours en novembre 2018. C'est alors Benoît Tudrege qui avait présenté à ce congrès un sujet qui était très intéressant. Comment la BD est-elle utilisée dans l'enseignement aux médecins ? La première chose qui m'est venue à l'esprit en sortant de cette présentation se rapprochait plus d'un pari avec moi-même que d'une réelle volonté de faire quelque chose d'original par la BD, parce que simplement, je trouvais ça assez amusant de sortir du cadre de la trace écrite. J'ai donc eu envie de retranscrire une consultation qui m'avait marquée sous forme de BD pour faire passer des messages qui me semblaient plus parlants qu'à travers des écrits. Tâche qui ne fut pas si simple, n'ayant pas de talent particulier ni pour la narration et encore moins pour le dessin. Mais au final, travail tout de même très intéressant parce que j'ai pu décortiquer la consultation de manière minutieuse entre le positionnement du patient, l'implication de la tierce personne et la place que j'occupais moi en tant qu'interne. Dans cette bande dessinée, j'ai voulu retracer le déroulement d'une consultation qui m'a semblé complexe d'un point de vue relationnel. Ici, c'est un patient d'une quarantaine d'années qui consulte accompagné de sa femme et qui est en dépression à la suite d'un licenciement. Au fur et à mesure de ma consultation, je me suis très vite sentie mal à l'aise, voire même mise à l'écart face à ce duo qui ne me laissait pas placer un seul mot. Et donc, à travers les personnages, j'ai pu exprimer mon ressenti, mon stress et la manière dont je me suis organisée pour gérer la situation clinique. Et surtout, j'ai pu me positionner sur une question qui est fréquemment rencontrée en médecine générale. Quelle est la place de la tierce personne lors de la consultation de médecine générale ? La difficulté de ce travail, ce fut de répondre aux critères exigés et attendus dans une trace d'apprentissage à travers des bulles de bande dessinée, tout en restant le plus synthétique et fluide possible. Le but, c'était d'immerger le plus possible le lecteur dans une expérience vécue afin qu'il se l'approprie le plus possible. C'est un support qui, selon moi, laisse plus de place à l'expression des émotions, mais qui aussi oblige à synthétiser la démarche dans la réflexion. Format qui permet, exactement comme une trace écrite finalement, de poser le diagnostic de situation, d'avoir une démarche réflexive, mais avec des contraintes et des codes différents par rapport à une trace écrite, même si le but final est le même, la formation et l'évaluation de l'acquisition des compétences de médecine générale. Finalement, quels sont les intérêts de la bande dessinée ? Dans un premier temps, elle apporte une vision globale des situations complexes. Dans ma bande dessinée, par exemple, on comprenait assez facilement les interactions qui se passaient entre mon patient qui était complètement à bout de nerfs, sa femme ingérable et moi qui ne gérais rien du tout de la situation. Dans un second temps, elle permet l'autoréflexivité. Ça va permettre en fait d'analyser ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on ferait si jamais ça devait se reproduire. Ça m'a permis de revivre la consultation vraiment dans le détail, en me remémorant les points forts pour m'amener à réfléchir sur le problème qui était posé. Enfin, c'est un outil d'apprentissage communicationnel en santé, c'est-à-dire la communication verbale, mais aussi non verbale, pour exprimer les dessins en interprétant une multiplicité de messages.
Dans la littérature, on retrouve également de nombreuses thèses et articles traitant de l'utilisation de la bande dessinée en médecine comme médium pédagogique. Par exemple, Green, lui, a utilisé la BD en demandant à ses élèves de créer leur propre ouvrage en lien avec une situation complexe qu'ils auraient vécue. Et ensuite de ça, ils analysaient en groupe pour permettre d'élaborer une critique constructive et ainsi d'améliorer leurs compétences. Il y a aussi Park qui, lui, a utilisé la BD pour faire comprendre l'anatomie et surtout pour la mémorisation de l'anatomie qui n'est pas toujours simple. Et enfin, Tisserand qui, lui, a utilisé la bande dessinée pour faire passer des messages complexes en psychiatrie à travers des bandes dessinées humoristiques. Cette expérience au travers de la bande dessinée, elle m'a permis d'approfondir ce qui s'est joué dans cette consultation. Elle m'a apporté une vision globale de cette situation avec un tiers, tout en me permettant de respecter le cadre de la rédaction d'une trace. C'est un outil qui est intéressant, je pense, pour l'interne qui n'est pas toujours à l'aise avec la rédaction d'une trace ou d'un RCA. Et aussi, ça permet une approche différente dans l'expression du ressenti face à une situation qui n'est pas toujours facile à gérer. On pourrait donc encourager les enseignants à proposer à leurs étudiants des médiums variés, pas seulement réduits à une trace écrite. Je vous remercie. Merci Madame Bard. On va passer la parole à Madame Mathilde Montpierre. Bonjour à tous, je m'appelle Montpierre Mathilde, je suis jeune médecin généraliste et puis je vais vous présenter les travaux que j'ai menés dans le cadre de ma thèse qui s'intitule « Stratégie adoptée suite à l'impossibilité d'obtenir une consultation dans un délai court avec le médecin traitant ». Et c'est une enquête auprès de franciliens. Alors pourquoi cette étude ? Tout simplement parce que le médecin traitant, c'est le pivot du parcours de soins coordonnés et parce que les délais de consultation, c'est un sujet d'actualité, comme en témoigne l'article de journal que j'ai souhaité vous montrer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Quels sont nos objectifs ? Spécifier les principaux déterminants des stratégies adoptées par les patients. Et nous avons deux principaux objectifs secondaires. C'était de préciser les principales données sociodémographiques qui étaient corrélées à la méthode de recherche d'un autre médecin et rechercher une relation entre la satisfaction de la disponibilité du médecin traitant et l'opinion sur l'utilité de la télémédecine pour la réduction du délai d'accès aux soins. Pour cela, alors j'ai mené une étude épidémiologique descriptive qui était anonyme à l'aide d'un questionnaire qui était composé de 15 questions fermées, des questions qui étaient élaborées à partir de la bibliographie, 2 parties dans ce questionnaire, une partie qui relevait les données sociodémographiques et une seconde partie qui relevait l'opinion et le comportement des sujets. Donc, mon étude a été menée sur plus de 2 mois. Les questionnaires ont été diffusés à des sujets francophones volontaires et majeurs, et selon 2 modalités. La première modalité dans les salles d'attente, de consultation de cabinets de ville, dans les centres médicaux, dans les services d'urgence et via un réseau social que je ne vais pas citer. Et donc, on a pu recueillir 555 questionnaires et en excluant ceux qui ne résidaient pas en Île-de-France, ceux qui n'avaient pas déclaré de médecin traitant et ceux qui arrivaient à toujours obtenir un rendez-vous dans un délai court avec les médecins traitants, on a inclus 373 questionnaires. Et donc, le résumé, un peu le descriptif de notre population, c'était principalement des femmes, 75%, plutôt des jeunes, 31-50 ans, en activité et principalement des cadres. Et en majorité, n'avaient pas d'enfants. Alors, concernant l'opinion, il y avait 68% qui estimaient que le médecin traitant ils estimaient que leur médecin traitant était disponible. Et on constate ce qui est important. Le délai de consultation court est estimé à entre 1 et 2 jours pour 43% des sujets. Alors, en général, lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous avec leur médecin traitant, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils font ? Ils avaient le choix entre plusieurs réponses et on constate que l'attente de la disponibilité du médecin traitant pour une consultation est prépondérante et à cela s'ajoute la consultation de notre médecin généraliste. Donc, pour déterminer les principaux déterminants du mode de recours aux soins, on a étudié plusieurs variables, le caractère d'urgence ressenti ou non, le lieu d'habitation, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le nombre d'enfants et l'opinion sur la disponibilité du médecin traitant.
Et donc, on a fait des comparaisons d'effectifs à l'aide d'un test de Kidde ou de Fisher. On a pu obtenir ce résultat, un tableau avec de nombreux résultats significatifs, en tout cas, et principalement pour l'âge. Concernant le mode de recherche de notre médecin, eh bien, on peut constater que plus de 51% des sujets utilisent les plateformes Internet de prise de rendez-vous. Et donc, en corrélant un peu les choses avec l'âge, on constate que plus on est jeune, plus on utilise ces plateformes, avec un résultat significatif, statistiquement. Concernant la télémédecine, maintenant, pour la réduction du délai d'accès aux soins, eh bien, on constate que les opinions sont plutôt mitigées. Certains pensent que oui, la télémédecine pourrait réduire le délai d'accès aux soins. 30% non et 33% ne savent pas. Donc, et on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence significative, qu'on pense que notre médecin traitant soit disponible ou pas. Il n'y a pas de... c'est pas... on va dire que le fait que la télémédecine... le fait qu'on leur pose cette question sur la télémédecine, eh bien, ça ne change pas les choses. Alors, on peut conclure que les principaux déterminants sont le lieu d'habitation, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le nombre d'enfants, l'opinion sur la disponibilité du médecin traitant et le caractère d'urgence ressenti ou non, donc tous nos critères étudiés. Et puis, les plateformes Internet de prise de rendez-vous sont en vraie émergence. Et cela peut créer des inégalités au niveau du recours aux soins, puisque les jeunes, eh bien, ils sont plus facilement, ils ont plus facilement accès à cette méthode comparativement aux personnes plus âgées. Et la télémédecine, c'est le présent, mais c'est aussi l'avenir. Les sujets sont très mitigés. Certains ne savent pas très bien en quoi consiste la télémédecine. Et on l'a vu, hein, que ce soit les patients, que ce soit les médecins, il manque beaucoup d'informations à ce sujet, et d'où nos résultats obtenus. Merci beaucoup, Madame Montpierre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse conclure, Madame Tanovan. Alors, mesdames, messieurs, les membres du jury, chers camarades, merci de m'accueillir. Pour vous présenter un extrait de ma thèse, donc, qui était une étude descriptive, rétrospective, décrivant la télésurveillance de patients porteurs de pacemaker et de défibrillateurs à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Donc, la télésurveillance, ce type de télésurveillance, c'est aussi appelé la télécardiologie. Comment ça fonctionne? Alors, le patient est implanté de son appareil, défibrillateur ou pacemaker, il rentre à domicile avec un boîtier qu'il doit brancher, ça s'appelle le transmetteur. Ce transmetteur récupère les informations type événements rythmiques, comme tous les accès de fibrillation atriale, la tachycardie atriale ou ventriculaire, ainsi que les chocs endocavitaires délivrés. Donc tout ça, c'est transmis via un réseau télécom à un serveur agréé, donc sécurisé, de là partent deux messages. Je n'ai pas de pointeur. D'abord, les rapports automatiques systématiques qui vont sur une interface donc sécurisée, consultable par les équipes médicales et paramédicales, ou les alertes en cas d'événements donc graves comme des accès de fibrillation ventriculaire ou l'administration des chocs endocavitaires. Et ça atterrit directement sur le smartphone du médecin par un SMS ou par un mail. Et normalement, il n'y a pas de possibilité de programmation en retour. La télécardiologie, c'est une solution qui existe en fait depuis une dizaine d'années, en réponse notamment à la problématique qu'est le vieillissement de la population, puisque quand on vieillit, on a plus d'indications comme les troubles du rythme et cardiaque à se faire implanter, donc un appareil, et donc on augmente le nombre de consultations de suivi, sachant que sans télésuivi, la recommandation c'est tous les 6 mois pour les pacemakers et tous les 3 mois pour les défibrillateurs. Et dans la littérature, on sait que la rentabilité de ces consultations est médiocre, puisque en fait, 80% de celles-ci n'engendrent ni modification thérapeutique médicamenteuse, ni changement de programmation de l'appareil. Et donc, en fait, brièvement, pour ma thèse, en fait, les résultats sont bien concordants avec la littérature. La télécardiologie, ça permet moins de suivi de consultation et une prise en charge, donc moins de déplacements pour le patient, plus de temps médical dégagé pour le médecin à faire autre chose que du contrôle. Et puis, ça reste une surveillance en sécurité puisqu'on peut prendre en charge le patient précocement. Et on sait que c'est un dispositif aussi bien accepté par les patients. Je voulais juste revenir aujourd'hui sur les définitions plus larges de la télémédecine,
pas que la télécardiologie. Donc c'est une forme de pratique médicale à distance, donc c'est un acte médical utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et puis, ça ne doit surtout pas se substituer à notre pratique actuelle, mais elle doit vraiment permettre une amélioration de l'offre de soins. Les objectifs, donc, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients par différents moyens. D'abord, le plus évident, donc, c'est un meilleur accès aux soins afin de gommer les inégalités territoriales. Un meilleur confort de vie donc, pour le patient, comme avec la télécardiologie, moins de déplacements notamment, et aussi moins de frais. Et en cumulant les compétences entre les différents professionnels de santé, en facilitant donc leur coopération et puis le dialogue. La télémédecine, elle s'applique en 5 axes. D'abord, la téléconsultation, qui est depuis peu remboursée par la Sécurité sociale. Donc c'est une consultation à distance, une activité synchrone, mais il n'y a pas d'interaction physique directe. Puis, le deuxième axe, c'est la télésurveillance, dont la télécardiologie est un exemple. On recueille les données à domicile sur le lieu de vie du patient pour les interpréter donc à distance et le prendre en charge dans un délai minimal. Ensuite, il y a la téléexpertise. En fait, c'est l'appel à un ami. On l'expérimente tous les jours dans le cabinet en appelant des confrères. Ça marche aussi pour l'imagerie médicale délocalisée. Et puis, en centre hospitalier, toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire en visioconférence. Il y a aussi la téléassistance qui se fait dans les médias, surtout, on voit ça en chirurgie, puisque voilà, le professionnel de santé fait son acte assisté par un autre professionnel, donc à distance. Et enfin, le 5e axe, c'est la régulation médicale, le centre 15, qui permet un premier diagnostic et une orientation par téléphone. Donc en fait, quand on regarde cette diapo, on se dit quand même que finalement, la télémédecine, il y a quand même 3 des axes qu'on utilise tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'on connaît en fait et qui nous fait bien avancer dans nos prises en charge. Cependant, il y a quand même des questions qui persistent, sur lesquelles il y a énormément de travail encore en ce moment à faire, et puis qui se fait notamment sur le stockage des données. La télésurveillance, avec tous ces rapports automatiques, engendre une pollution numérique qui n'est pas négligeable. Il y a tout ce qui va concerner le secret médical, comment bien le respecter, prévenir le piratage, et toujours la question du financement. Est-ce que c'est vraiment à l'État, aux institutions hospitalières, sachant que pour la télécardiologie, par exemple, il y a une part importante du financement avancé par les industriels. Et puis, bon, il y a tout plein d'autres questions encore, je pense, de pistes à explorer. En conclusion, la télémédecine, c'est quand même un outil qui existe déjà et qui fonctionne. Et on n'a pas fait nos diapos ensemble, hein. Mais pour le coup, c'est pas que l'avenir, c'est vraiment le présent. Et c'est vraiment à nous, en fait, de la même manière qu'on décide de notre pratique médicale, de décider ce qu'on en fera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tanovan. Maintenant, je vais inviter le jury à délibérer. Alors, merci à tous. Le jury a délibéré. Et je laisse le professeur Solari donner les résultats. Suspense insoutenable. Grâce à la présentation juste avant, et je vous remercie, je réalise, et je vous prie de m'en excuser, que j'ai oublié de vous déclarer mes liens d'intérêt, et c'est important, je n'en ai pas. J'ai fait très attention à ne jamais avoir de lien avec l'industrie lors de l'ensemble de mon cursus, parce que je pense que ce que vous avez dit est extrêmement important. Et je rappelle au passage que la sous-section CNU de médecine générale, dont vous avez fait état juste avant, est, je ne sais pas si c'est la seule, mais probablement une des seules, à systématiquement aller regarder sur Transparence Gouv devant toute audition pour les maîtres de conférences des universités ou les professeurs des universités. Donc il me semble que c'est un point important dans la démarche de transparence vis-à-vis de l'industrie. On revient à nos moutons et au prix Alexandre Varnet. Donc tout d'abord, je voudrais remercier le jury et Charline Ries et Diedra Priva pour la qualité de nos échanges. Et nous avons réussi facilement à nous mettre d'accord sur le prix qui va être délivré. Je voudrais remercier l'ensemble des candidats, dont nous saluons pour tous les 3 candidats le travail qui a été effectué. Et pour décider, parce qu'il a bien fallu choisir, nous sommes appuyés sur 3 critères principaux, qui ont permis de trancher. Le premier, c'est l'originalité. C'est toujours un plus d'avoir un travail original. Le deuxième, parce que c'est l'essence de la recherche. Finalement, la méthode, les outils, c'est un peu du bonus, mais l'important dans la recherche, c'est la question qu'on se pose. Et il nous a semblé qu'un de ces 3 travaux, les 3 travaux évidemment, mais un en particulier, posait une question véritablement utile, particulièrement pertinente dans le cadre de ce que vous faites aujourd'hui dans vos études de médecine générale. Et le troisième point, c'est la recherche, ça sert aussi à être diffusée. Parce que vous allez tous faire des thèses, c'est très bien,
Mais vous savez que les thèses, à part votre conjoint, vos parents, éventuellement l'interne qui dans 10 ans va faire un sujet assez proche du vôtre, peu de gens vont la lire. Et on vous encourage vraiment, alors évidemment, à publier des articles scientifiques, mais ces articles, ils ont aussi vocation à être lus. Donc choisissez des revues qui vont être lues par la communauté, ou alors profitez-en pour les mettre effectivement sous forme de bande dessinée, par exemple. Et je tiens donc à accueillir ici Suzanne Badre, qui gagne aujourd'hui le prix de thèse Alexandre Varnet de l'ISNAR. Alors, Suzanne, si tu en es d'accord, tu sais qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir sur les RSCA, édité par le CNGE, et cet ouvrage n'avait pas imaginé faire une bande dessinée, mais si tu en es d'accord, je te mettrai en lien avec l'éditeur de l'ouvrage pour qu'éventuellement, dans une future édition, il puisse intégrer ton travail. Félicitations beaucoup. Merci beaucoup à toutes nos participantes et félicitations encore Madame Bardère.